je l'ai ressorti là, je l'ai re-check-outé, du coup je rajouterai les notes éventuellement qu'on fait cette fois-ci, mais je vois que ça date du 11 mai 2016 et c'était à Paris en présence de Bernard, Christophe Thibault et moi-même. Nous avions un peu essayé de. Alors c'était c'était un peu en mode n'importe quoi. C'était bien aussi. C'était bien aussi. Et je suis en train de regarder, donc pour vous donner une idée des choses qu'on avait abordées à ce moment-là. On avait parlé du fait que Christophe Thibault venait de mettre en ligne The Little Haskeller, qui était son petit livre d'initiation à Haskell que j'ai lu personnellement, à partir du Texas Hold'em. On avait de la conférence Mob Programming aussi, à laquelle Christophe avait assisté. On a joué pendant cette session, on a joué avec un logiciel qui s'appelle Tidal Cycles, qui est un petit logiciel écrit en Haskell qui permet de générer des boucles électroniques, qui est un peu dans le même esprit que Overtone ou SonicPy. Ouais, c'est rigolo. Ouais, voilà, vous y êtes dessus. Bah oui, donc ça sert à rien que je détaille. Oui, en fait, là, tu es en train de faire l'archéologie du concept Lambda. Même j'ai envie, si on vraiment remonte encore avant, il y avait l'idée au départ, c'est que ce soit une revue. Hein, il y avait l'idée de faire Oui. un bel objet en fait qui serait sur papier et non pas à la limite sur web. Et donc le terme Dada, bien sûr, qui fait référence au mouvement d'artistes des années 30. Il y avait l'idée de la même manière de faire une revue, comme il y avait la revue Dada, une revue Lambda, qui traiterait un peu des sujets, voilà, un peu iconoclastes autour de l'informatique, comme ceux qui sont listés là sur ce GitHub. Alors, et effectivement, alors cette intention nous enthousiasmait au moment où on l'a verbalisé, et puis dans la pratique, évidemment, comme beaucoup d'idées enthousiasmantes, elle a fait un peu plouf. Et parce que ouais, c'est génial, on fait plein d'articles, mais en vrai, on les a jamais fait. Et après, on avait fait effectivement, je me souviens, cette session avec toi, Arnaud, là, c'était à Paris, tous les trois, et on avait essayé de faire ça sous forme de podcast, et on avait abordé tous ces sujets, et il en est de la même manière, pas plus sorti de rien de concret non plus, hein, au-delà de ce GitHub, ce qui est un peu frustrant, je trouve. Mais peut-être que justement, sous forme d'un meet-up, on pourrait revisiter tous ces sujets avec plus de gens, et ça serait encore plus intéressant. Et cela et d'autres, bien sûr. Oui, donc voilà un petit peu l'historique de ce pourquoi on a lancé ce truc-là et qu'est-ce qu'on a envie d'y mettre derrière. C'est pas forcément euh, ouais, c'est des trucs qui nous plaisent évidemment, hein, sinon Ça. on n'en parlerait pas. Mais comme on est assez ouvert, nous on a envie de savoir, de voir des trucs qui plaisent aux autres aussi, en fait. Donc, euh, je veux dire, moi je suis même prêt à apprendre Angular, hein, il n'y a pas de problème. À ce point-là. Découvrir Angular, je sais pas, j'en ai jamais fait. Alors il paraît que c'est génial, donc. Non mais bon, l'idée c'est que c'est pas notre truc à Bernard et à moi ou même à Christophe. Hein, c'est vraiment voilà. On a envie de parler de choses qui nous intéressent, qui pourraient intéresser d'autres personnes qui sont pas forcément mainstream parce que c'est un peu l'idée. Ou de parler d'un sujet mainstream mais peut-être d'une manière moins mainstream. Par exemple, je sais pas, parler d'agile mais sous un angle qui peut être un peu différent peut-être, je sais pas. Parler d'Angular, j'en sais rien en fait. Je dis ça, mais pour moi, Haskell c'est mon mainstream en fait, hein, c'est mon quotidien, donc au final, j'aurais bien envie d'autre chose, ou en tout cas de découvrir d'autres choses. Donc, voilà. Ouais, voilà, et ça se terminait. On a parlé de théorie de la monnaie relative. Et donc voilà, des notebooks, donc, qui sont des outils assez intéressants pour changer la manière dont on voit l'informatique. Voilà.
voilà. Moi, ce que j'avais à dire à la suite de Bernard. Donc juste, moi je suis là parce que j'ai envie d'élargir le cercle de mes amis et de parler de choses qui m'intéressent, en tout bien tout honneur, évidemment. Même je suis ouvert à toutes les expériences. Mais bien évidemment, vous êtes là pour quoi? Cédric, Cédric, j'imagine peut-être. Bernard, je sais parce que Bernard, je l'ai vu. Didier, elle a dit, mais et Jocelyn et Floris, vous êtes là pour quoi? Vous avez vu de la lumière? Ouais, non, c'est la raison, c'est souvent moi je suis à Bordeaux, donc souvent les meet-up ils tournent un peu toujours autour des mêmes choses et c'est des choses qui sont très mainstream pour attirer un minimum de monde. Et du coup, le fait de le faire en ligne potentiellement, ça ouvre des portes à ce niveau-là. Et c'est ça qui m'intéresse, plus le fait d'expérimenter, de faire des meet-up en ligne, parce que ça peut être vachement pratique sur plein de sujets qui n'arrivent pas à recueillir beaucoup de monde en fait. Voilà. Et du coup, j'ai vachement suivi là, dernièrement votre meet-up sur Haskell en ligne, pas le coding dojo Haskell, et je trouve que ça marche vachement bien. Je suis assez surpris et c'est vachement inspirant, je trouve. Ah oui, toi, Alors. tu as vu les vidéos. Donc, effectivement, je me souviens pas de t'avoir vu. Enfin, tu as peut-être passé quelques sessions, c'est ça, ou tu as tout vu en vidéo? Alors, moi j'ai binge-watché les vidéos la semaine dernière. Et ça a bien marché pour toi, ça. Le fait de le revoir en vidéo sans avoir participé live, ça marchait quand même bien pour toi. Ouais, alors non seulement c'est bien, enfin, bon, en fait on est quand même dans l'ambiance et on suit et enfin, je pense qu'on perd pas grand-chose à ce niveau-là, à part qu'on peut pas interagir au fur et à mesure. Mais bon. Bien sûr. Et du coup, par contre, le fait que ce soit en vidéo, ça permet potentiellement de se refaire les exos en parallèle, en fait. Ah oui. Comme il y a le GitHub et la vidéo, il suffit de choper le tag machin, prendre le sujet de la vidéo, essayer de le faire en parallèle et voilà. Ouais, je fais pareil. Et donc, voilà. Donc je pense que c'est très bien que ce soit filmé. Ouais. C'est vraiment un corpus super intéressant du coup. Voilà, pour rentrer dans Haskell et pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants et puis poursuivre la logique du développeur Haskell, quoi. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on n'a pas quand on lit un tuto ou un bouquin de 1300 pages. Ben, en fait, on n'a pas le déroulé de la réflexion, alors que quand Arnaud code, on a le déroulé de la réflexion. Et quand c'est des gens qui maîtrisent mal Haskell, qui tournent autour du problème, qui font sur les sessions de 7 minutes, là, eh bien, on voit le déroulé de la réflexion chez des gens qui ont potentiellement un niveau comparable au nôtre, et ça permet d'avancer en parallèle. Et du coup, on peut quand même participer en faisant l'exercice dans sa tête, et c'est vachement cool. Voilà. Tout en évitant le stress, car on dit, ah, c'est ton tour. Oui. C'est ça. Bien sûr. Attention, Puis, à un moment de flottement, là, la personne. Ah oui, d'accord, déjà. C'est ça. C'est pas que je suis perdu, mais presque à chaque fois. C'est une phrase qui revient, quoi. Ouais. Non, mais vous en sortez bien. Oui, bah, tu nous guides. En fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est sur un dojo où dès qu'on est un peu qu'on est en mode C'est randonnée, l'intérêt du... voilà, on patauge pas à des heures, quoi. Soit tu nous montres une solution, soit quelqu'un d'autre on s'en sort tous en équipe, quoi. C'est un peu l'intérêt du format en fait. Hein, c'est ça. souvent. Ok, bah, merci Jocelyn pour ces encouragements. Donc là, ça va continuer. Hein, mais c'est orthogonal à ce qu'on fait là, à ce qu'on essaie de faire avec Lambda. Mais oui, ça va continuer l'année prochaine. Et avec un peu de chance, je vais essayer d'enregistrer une ou deux vidéos pendant les vacances. Là. Je suis un peu ambitieux, je sais, mais bon, des choses je suis toujours un petit peu ambitieux sur ce genre de choses. Bon, ok. Floris, tu voulais On t'entend pas. intervenir? Floris, là, je pense on t'entend pas. On t'entend pas. Ton micro. Non, on n'entend toujours pas. Ah, si, ça y est, on entend des choses là. Ah d'accord.
C'est bon, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Pas couper le micro et la vidéo pour faire le sauvage, c'est juste qu'il s'avère que ce soir je suis tout seul à la maison en train de faire à manger pour les enfants qui font du bruit dans le salon, donc je vous épargne la vidéo Bruit de fourchette. avec les petits qui hurlent dans le salon, c'est tout. Là je me suis mis dans le bureau juste pour me présenter. Donc moi je suis sur Pau. Arnaud, on s'est rencontré au Minecraft il y a la semaine dernière. On a discuté un petit peu. Je me souviens. Moi, je suis en mode, j'ai vu de la lumière, je viens voir ce que ça peut donner, ce format de réunion en ligne. Je suis assez curieux, donc voilà, juste pour... je me dis que ça peut être bien. Ça peut être bien pour des gens qui, comme moi, ont du mal à se libérer pour des meet-up, par exemple. Ça peut fournir un format un peu plus souple. Voilà, donc curiosité surtout. Ok. Cédric, tu voulais rajouter quelque chose ou Ouais, j'étais curieux de savoir pourquoi j'étais venu en fait dans ton esprit, mais parce que en fait moi je suis plutôt venu pour faire mentir les garçons bouchers, pour ceux qui connaissent, qui chantaient la lampe dada, on n'aime pas ça, nous on préfère le Java. Je sais pas si ça vous évoque quelque chose. Voilà, donc moi mon quotidien c'est le Java, bon bah, c'est sympa, mais j'aime bien regarder d'autres choses, puis voilà, puis vous êtes des gens d'agréable compagnie, donc je viens chercher un peu tout et n'importe quoi. Vous êtes parlé d'agilité, tu vois, par exemple, j'aimerais bien parler sprint contre Kanban, enfin Scrum contre Kanban, c'est des choses, j'aimerais bien avoir des avis là-dessus. Ou alors Git merge contre Git rebase, ou les lens, ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Un petit peu tout. J'aime bien aussi l'idée de faire des revues. Ouais, j'aime bien l'idée aussi de faire des revues de code, éventuellement, et sur du code qui peut être le mien, et que j'ai aucun problème à exposer à plein de gens, tu vois, des questions que je me pose, enfin, faudrait que je travaille un petit peu la question, mais des questions d'architecture logicielle un petit peu, tu vois, d'organisation. C'est du Java, hein, en l'occurrence. C'est intéressant aussi de discuter autour d'un bout de truc pour se dire, en fait, tu prends le truc à l'envers, je sais pas. Voilà. Ça peut être ça. Ouais. Je pense que l'idée c'était le sous-titre de le Lambda quand on avait envisagé d'en faire une revue, c'était revue de code. Hein? Donc voilà, ça dit tout. Hein. On est là pour effectivement parler et montrer. Et l'idée étant effectivement de parler du code, d'en montrer, d'en discuter autour. Du code moche, du code beau, du code dont on est fier, du code dont on est moins fier. Il n'y a pas de... Ça me branche bien aussi, ouais. Ça me branche bien aussi. Ok. Donc on s'était dit, ouais, sur l'horaire, peut-être, pour être un peu plus méta. On avait parlé de finir vers 20h. Je pense que ça peut être pas mal pour tout le monde. Après, sur l'horaire en général, ce que je vous propose de faire peut-être sur cette session, c'est, on fait ce qui a été prévu. Donc moi je vais parler un peu des lens et de ce que j'en ai compris, et, notamment d'essayer voilà. Je vais parler des lens, d'expliquer ce que j'en ai compris et à quoi ça pourrait servir, parce que je pense que ce pour lequel la pub qu'on en fait en général n'est pas forcément la bonne. Voilà. J'anticipe que ça va durer pas forcément très longtemps, ou on verra. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on garde un peu de temps à la fin pour voilà, 5-10 minutes pour se dire, est-ce qu'on fait une autre session, est-ce qu'on l'a fait à la même heure, est-ce qu'on l'a fait avec quel format, et puis c'est un peu l'idée. Ça vous va? Oui. Ouais. Qui ne dit mot consent? Alors, par contre, tu veux prendre l'écran, c'est ça? Bah, ce serait pas mal, ouais. Ok, donc j'avais fait un appel à sujet.
En proposant un sujet, évidemment, hein, parce que sinon c'était quand même pas drôle. Et pourquoi j'ai plusieurs IMAX là, c'est étrange ça. C'est pas grave. Donc j'avais fait un appel à sujet avec dans le pour parler des lens. Alors est-ce que tout le monde sait a au moins entendu parler du mot lens et a une vague idée de ce que ça peut être? Ou il faut que je rappelle un peu ce que c'est? Moi, j'ai entendu le mot, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Je raconte pas l'unanimité à Pascal, mais je veux bien que tu me rappelles avec tes mots ce que c'est. Ok. Alors moi, pour ma part, je pars de zéro. Je sais même pas ce que c'est du tout. Tu sais même pas ce que c'est. Voilà. Bon, c'est bien. Bon, bah, ok, bah écoute, on va essayer d'en faire quelque chose. Alors, j'essaie de retrouver mes petits. Donc là, je suis en total impro. Hein, j'ai pas préparé grand chose. Le but, c'était pas vraiment le but. Alors, les lens. Si vous tapez lens, Haskell lens tutoriel dans Google, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Voilà, vous allez avoir une fichier lien, voilà par exemple. Donc vous allez tomber par exemple sur ce truc-là qu'on peut regarder Voilà. ensemble. Donc je pense que tu as partagé ton... Pardon ? On voit pas ton écran là. Je pense que tu as partagé le Ah, terminal, pardon, mais excusez-moi. pas le browser. Ouais, pardon. Du coup, je vais partager. Je me suis trompé dans le share. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais partager le... T'es bon là? Là, on voit. Ouais. Hop, alors je vais bouger ça ici. Voilà. Et bon, donc si par exemple, je tombe là-dessus, donc il y a un package Scale qui s'appelle Lens Tutorial. Alors, l'idée des lens, hein, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans une... quand on est dans une... on peut essayer de faire un truc qui va ressembler à du code. En Haskell, vous pouvez faire un truc du genre, par exemple, on va dire record, et puis on peut définir un record hein, qui va être field 1, qui va contenir des champs. Field 2, par exemple. Alors ça, est-ce que ça marche? Voilà, et donc du coup, bah là j'ai défini un type hein, qui est un record qui contient des champs. Et puis je peux définir... c'est peut-être mieux comme ça? Je peux définir un autre type de données qui va être... voilà, qui va contenir en fait... avoir des types récursifs. Bon, enfin bref, c'est des objets quoi. Hein. Mhm. Si vous êtes si on est en Java, on va être des objets. Alors, et puis donc du coup, je peux créer un objet. Par exemple, je peux créer un objet record 1, et cet objet record 1, bah, ce sera un record. Et donc je peux le créer en fait en Haskell. J'ai une syntaxe comme ça. Mais la syntaxe c'est pas très importante, hein, mais l'idée ça va être de dire field 1 égale 12, field 2 égale Toto. Voilà, bon alors évidemment je peux pas le montrer, donc voilà. Et donc R en fait, R c'est bien un record, et puis bah, je peux demander quel est le champ 1 de mon record, et puis avoir comme ça une série de... Bon, donc là j'ai une structure de données, j'accède à des champs, etc., etc. Alors, ça c'est cool pour lire. Le problème c'est quand je veux écrire. Hein, et le problème c'est quand je veux écrire. Donc si je veux par exemple changer le champ 2 de mon record,
et ben je vais devoir écrire un truc comme ça. Donc déjà je vais devoir créer une nouvelle variable puisque c'est immutable. Et je vais devoir dire que par exemple, ça va être R, et puis je vais changer le champ rec. Et puis ce champ rec, ça va être en fait le champ rec de R. Et puis dedans, je vais changer le champ 2. Voilà. Et donc je vais dire ça va être tutu. Et du coup, donc R', voilà, R' c'est bien toujours un record 1. Et maintenant, si je regarde le champ 1 de R', c'est toujours 12. Par contre, le champ 2, c'est tutu. Et donc là, vous voyez bien que la syntaxe, elle est quand même vraiment dégueulasse. C'est vraiment super moche. En fait, ouais, c'est vraiment très très moche. Et c'est vraiment pas très confortable. Et là, j'ai fait un record avec 2 records imbriqués avec 3 champs. Vous imaginez que si vous avez des trucs du genre, alors je sais pas si j'ai des exemples de vrai code Haskell ici. Est-ce que j'ai j'ai dû avoir du vrai code Haskell. J'ai même du JavaScript pour dire. Mais bon, voilà, on a des trucs du genre là. Alors, par exemple, tiens, tool configuration, est-ce que je peux y accéder? Ouais. Voilà, bon, ça c'est un petit objet. Donc, c'est une librairie que j'avais écrite pour manipuler l'API DigitalOcean. Et donc, on voit bien que on peut avoir des records imbriqués et avoir des trucs, un objet, quoi. Alors, l'idée des lens, c'est quoi? L'idée des lens, c'est de dire, ce qu'on aurait bien envie, de dire qu'à un moment donné, je puisse avoir une fonction qui va me permettre de modifier le champ, de modifier l'objet, et puis qu'en fait, avoir des getters et des setters. L'intuition primitive des lens, c'est la notion de getter et setter. Et donc, c'est dire que donc, si je reprends le tutoriel qu'on avait tout à l'heure, donc là, alors là, on a le problème des lens. Alors, je vais juste vous donner une intuition du problème aussi quand on aborde le sujet dans le monde Haskell, c'est que voilà, on tombe sur ça. Et bon, alors je sais pas vous, mais moi quand je tombe sur ça, ça me fait mal à la tête. Ça me fait vraiment mal à la tête. C'est même pas de le lire, en fait. Ouais, non mais bon, moi non plus. Alors voilà, alors tu as des trucs du genre, bon alors voilà, tu as une lens ici qui prend un SA, un SBT qui retourne une lens. Bon, enfin bref, c'est la merde, quoi. On comprend rien à ce qui se passe. C'est vraiment horrible. Et donc, l'idée de cette discussion, alors c'est vraiment, j'ai pas de l'idée de cette discussion, elle est venue d'une discussion qu'on a eue ensemble avec Bernard à ce sujet-là, et Bernard est allé à, tu peux peut-être nous en parler, Bernard, ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir ton expérience. Oui, en fait, j'étais au dernier Haskell, au Meetup Haskell, et effectivement, il y a une personne qui a présenté les lens. Alors, c'était intéressant parce que lui, c'était un vrai retour d'expérience au sens où il l'utilisait. Alors, c'était plus dans des outils un peu plus DevOps. C'était pas une appli métier, mais voilà, et il s'était retrouvé à utiliser des lens. Et c'est vrai que donc là, effectivement, là, on nous a un peu reparlé de ce que vient de dire Arnaud, là, l'idée de dire on a des structures imbriquées, etc. Et par exemple, lui, alors il me semble pas, il n'est pas tant mis l'accent sur les writes, mais plutôt sur les get. C'est un peu l'idée de dire on a des getters, comme en Java, on aurait get facture, .get client, .get adresse, .get ville. Et quand on aurait un chaînage comme ça de getter, effectivement, en Haskell, on peut imaginer que la syntaxe, il ne l'a même pas montré, mais ça doit être assez illisible, parce qu'on l'a vu sur un exemple simple, comme l'a montré Arnaud. On peut imaginer que sur les trucs où il y a 4 imbrications, ça devient absolument lisible. Et c'est vrai que j'étais avec Bopa et avec d'autres craftsmen, et au moment où il explique ça, enfin, moi, mon réflexe, c'est de dire, OK, et après, il a montré comment on s'en sort avec Lens, mais en sortant du Meetup, je me dis, mais bon, en même temps, même en Java, en fait,
Mais c'est vrai aussi en SQL, je pense, dans n'importe quel langage. Quand on se retrouve à faire, enfin, mon sentiment, c'est quand on se retrouve à faire des get facture, .get client, .get adresse, .get ville, pour moi, il y a un peu un code smell, en fait, le fait de faire comme ça des getters en chaîne. Et du coup, je me disais, bon, alors je comprends que les lens permettent de répondre au problème, mais il y a peut-être d'autres façons de répondre à ce problème-là, peut-être en repensant aussi la manière dont le logiciel a été conçu, en fait, le design, pour éviter de se retrouver dans ces situations-là qui sont enfin, pour moi, un peu, ça peut être aussi un révélateur d'un problème de design. Alors après, il fallait regarder des exemples concrets. Il faudrait peut-être voir concrètement du code dans lequel on se retrouve à faire ça, et pour pouvoir se dire, OK, dans cette situation-là, effectivement, peut-être qu'on pourrait designer les choses différemment. Et là, Arnaud a dit, ouais, enfin, moi, il m'a semblé, hein, tu pourras peut-être mieux l'exprimer, que tu me disais que cette critique que je formule là est potentiellement valide, mais qu'au-delà de ça, qu'on peut aussi utiliser les lens pour faire d'autres choses tout à fait pertinentes, et c'est ça que tu avais envie de montrer. Enfin, j'ai mal compris. Voilà. Ouais, alors c'était un peu l'idée de cette cette discussion, quoi. C'était de se poser la question. Donc, si j'essaie de résumer un peu ce qu'on vient de dire, hein, donc là, je vais demander à ce que voilà, et puis je vais reprendre les exemples que je vais faire et je vais les mettre dans un vrai bout de code qu'on va pouvoir avec lequel on va pouvoir jouer. Voilà, record, et donc là on va avoir un vrai record. Voilà. Du coup, ça, je vais les dire, s'il te plaît, donc je vais importer control lens. Ça va reprendre un petit peu l'exemple du tutoriel. Il me dit quoi, lui? Il dit, ah oui, alors il faut que je lui dise, il faut que je lui demande gentiment, s'il te plaît, voilà, donc déjà, hein, on sent que c'est pas hyper immédiat comme truc. Et du coup, alors là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais mettre un autre truc, juste pour le plaisir de record one. Et donc là, par exemple, tiens, je vais mettre une paire de doubles. Voilà, juste, ok, donc ça charge. Donc du coup, maintenant, je peux lui demander peut-être, je vais lui demander de dériver mes lens. Est-ce que ça marche, ça? Non, ça me dit quoi? Alors, c'est peut-être que c'est ça qui veut. C'est quoi? Alors, peut-être oui, peut-être le prime n'est pas. Hop. Ah voilà, c'est mieux. Et du coup, si je regarde, qu'est-ce que j'ai là? Bon, voilà, donc j'ai bien mes records. Alors du coup, normalement, si je fais ça, alors si je fais ça et que je suis le tutoriel, qu'est-ce que ça me donne? Alors, en fait, il y avait deux cotes. Bon, ok. Voilà. Ouais, ok. Alors j'imagine, ouais, donc il y a des conventions, hein, bon, donc on arrive à faire ce genre de truc. Voilà, hop. Voilà. Donc là, on voit bien que donc là, ce que j'ai fait là, c'est j'ai défini deux types de records, et puis j'ai demandé au package lens de me dériver automatiquement les lens qui vont bien pour mes records. Du coup, je peux faire un truc du genre, alors si je dis si je redemande mon record, là, mon premier record, R, voilà, donc il s'appelle pas rec, il s'appelle record. Ouais, lui, bon, il a les noms comme ça, et puis du coup, il faut que je lui dise que l'autre s'appelle record 1, et ça va être 12 et 42, bien sûr. Donc là, je peux l'imprimer. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux faire un truc du genre, par exemple. Donc c'est là où ça devient un petit peu. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Donc là, ouais, c'est là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait, lens
nous fournit plein de combinateurs amusants, mais on ne sait pas trop. Donc c'est un peu compliqué. Donc comment on peut arriver à faire ça? Donc je suis en train de regarder un peu comment ça. Je découvre la doc avec vous en même temps parce que moi je l'utilise pas beaucoup. Et puis le principal intérêt en fait de la lens, c'est de pouvoir écrire un truc du genre, d'écrire un truc du genre comme ça. Donc dans lequel je vais dire, ben si je veux avoir mettre à jour en fait le champ 1 du record qui est dans le record 1, et ben je peux faire un truc comme ça. Voilà. Et du coup, ce truc-là, c'est quoi? Bon, le type est pas très agréable, mais ce que ça dit, c'est que grosso modo, ça me permet. En fait, c'est de la même. C'est comme la. C'est vraiment. Alors, je vais le faire autrement, et là, vous allez comprendre mieux. C'est qu'en fait, c'est vraiment comme la dot notation du Java. Hein, c'est vraiment l'idée, en surface, c'est vraiment la même chose. C'est qu'en fait, je suis capable le gros intérêt d'Hélène, c'est que je suis capable en fait de composer très naturellement le fait d'aller modifier, d'aller manipuler à l'intérieur d'un objet. Et donc, une fois que j'ai un truc comme ça, ben, alors, le problème, c'est que je me souviens plus comment ça marche. Donc, si je veux modifier en fait, si je veux modifier mon objet, donc je crois qu'il y a un truc qui s'appelle over. Ouais. Alors axe, voilà. Donc là, et donc du coup maintenant, ah oui, là, c'est dans l'autre sens. Il me semblait bien. Donc maintenant, si je dis R et que je fais ça, voilà. Donc là, tout de suite, c'est effectivement plus agréable hein, que la notation tout à l'heure. Donc c'est un petit peu l'idée d'Hélène, c'est de fournir en fait un mécanisme qui permet de récupérer facilement. Mais c'est aussi, et là où ça devient aussi assez puissant, c'est que ce même mécanisme nous permet de modifier les valeurs. Donc je peux pareil, alors je ne sais plus comment ça marche. C'est un 7. Donc si je dis 7, ouais, donc je peux faire un truc du genre. Alors si je regarde 7, c'est quoi 7? 7, donc ça va prendre un 7 heures. Et puis, donc si je dis par exemple 7 record fill 14 de R. Voilà. Donc là, c'est quand même pas mal. Parce que du coup, on a une syntaxe qui est beaucoup plus agréable. La chose qui devient vraiment intéressante, en fait, c'est l'idée centrale des lens, et qui pour moi est le truc critique. On a réifié le fait. Pourquoi ça s'appelle des lens? Lens, c'est le terme anglais, c'est pour lentille. Pourquoi ça s'appelle des lens? Parce qu'en fait, ça permet de se focaliser sur une partie d'une structure. Et par exemple, ça permet de se focaliser même sur des structures tout à fait génériques. Par exemple, des paires. Alors, il me semble, je ne sais plus comment ça marche, mais il me semble que oui, ça marche comme ça. Par exemple, je dis, je vais prendre le record et puis je vais modifier, ou le record 1, et je vais modifier le champ 2. Et ben voilà. Donc j'ai un combinateur qui s'appelle underscore 2 qui me permet d'accéder au deuxième champ d'un tuple, par exemple. De la même manière que je vais pouvoir, alors là je ne sais plus comment ça marche, mais on doit pouvoir faire un truc du genre. Je peux dire x3, je vais l'appeler 12, et puis je peux manipuler des listes aussi. Par exemple la liste 1, 2, 3, 4. Et donc du coup, tout ça, et le gros intérêt, c'est que je peux les combiner. Mais je peux les combiner pas n'importe comment, parce que par exemple, si j'essaye de faire un truc du genre L seconde en disant bah tiens, je vais combiner record field 1
et puis x2, bah non, ça marche pas. Parce qu'en fait, il me dit non, 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 mais c'est pas le bon type en fait. Voilà. Hein. C'est pas les bons types. Parce qu'en fait, le fil de 1, le record fil 1, ça permet de se focaliser sur un champ de type int. Et ce champ de type int, bah, je peux pas faire x en fait, puisque x, ça marche que pour les champs indexés. Si je regarde le type de x, x, ça prend un index, donc une valeur, et puis et ça suppose que M1 est x, donc indexable en fait. C'est ça que ça veut dire. Bon. Donc voilà l'idée des lens. Alors il se trouve que je suis donc ça bon, c'est cool hein, en fait, mais ça n'est ni plus ni moins que réinventer l'eau chaude, puisque en objet on fait ça depuis des années et en fait ça permet juste de faire de manière agréable ce qu'on faisait déjà de manière agréable dans l'objet. Alors ça le fait de manière un petit peu plus intelligente parce que d'une part ça permet de créer des objets. Donc je peux avoir mon lens 1 tout à l'heure que j'ai créé, bah, c'est une fonction que je peux manipuler comme je veux en fait. Hein, et que du coup je peux la passer à d'autres fonctions et la recombiner avec d'autres fonctions. Donc ça permet d'avoir des petits bouts de fonctions, des petits bouts d'objets qui vont permettre de focaliser sur des parties de structure. Et puis si je rajoute une structure, si par exemple je crée un record de 2 qui va contenir lui-même un record de 1 ou une liste de records de 1 par exemple, et je pourrais utiliser ce que j'ai déjà comme combinateur de lens pour manipuler la structure. Donc ça, c'est intéressant. Il se trouve que par ailleurs, la question c'est, ok, mais si ça sert à écrire des choses du genre foo, bar, kix de 12, ben, on voit bien qu'on rentre dans le problème que soulignait Bernard tout à l'heure, qui est mais ça va pas parce qu'en fait on est complètement en train de violer la loi de Déméter, hein, et donc on est complètement en train d'exposer en fait la structure interne des objets à l'extérieur de l'endroit où ils sont, de cette manière. Et donc en fait en train de rendre visible la structure interne d'un objet. Donc exposer des lens, en fait, d'une certaine manière, c'est comme si j'exposais la structure interne de tous mes objets. Donc du coup, bon, pourquoi pas. Mais ça a tendance à introduire des couplages qui sont assez forts entre l'implémentation des structures et le code. Et moi, c'est toujours un peu ce qu'imagine dans les lens. Donc, bon, alors il y a deux choses qui m'ont toujours gêné. Moi, je fais du Haskell depuis des années, mais il y a deux choses qui m'ont toujours gêné dans les lens. C'est d'une part ça, hein, je trouve ça imbitable. Donc moi, j'ai jamais eu l'énergie de rentrer dedans, de me dire bon, allez, Arnaud, il faut que tu t'y mettes et puis tu comprennes et puis voilà quoi. Mais par ailleurs, c'était aussi le deuxième point qui était de dire mais finalement, si c'est juste pour faire des tracks de dot notation comme on fait en Java, enfin comme on fait en mauvais Java, what's the point quoi. Ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc c'est là que j'ai rejoint la réflexion de Bernard et que du coup m'est venue l'idée d'exposer en fait. Alors j'ai jamais utilisé les lens tels quels, mais en fait je pense avoir trouvé un cas d'application qui est à mon avis intéressant et ça faisait partie des choses que voilà là pour le coup qui est enfin ça fait partie des innombrables choses dont on pourrait discuter, mais ça m'intéressait d'avoir un peu un avis de comment vous faites-vous. Et le cas d'application, c'est quoi? C'est la séparation entre, pour le dire de manière, pour le dire de manière simple, c'est la séparation un peu vue contrôleur dans une GUI. Donc je vais vous montrer un petit exemple alors, qui n'utilise pas des lens, mais qui pourrait, si elles existaient, qui est en Helm. Donc l'idée c'est quoi? Donc Helm c'est une espèce de Haskell en plus simple. Hein.
voilà, il se trouve que je ne fais plus de Helm, donc j'ai même pas le package qui est installé. C'est mal. Mais je vais l'installer de ce pas, voilà. Histoire que ce soit un tout petit peu plus joli. Et du coup, voilà. Alors l'idée c'est quoi? Alors que je retrouve un petit peu les idées. Donc du Helm, hein, grosso modo, vous avez le principe. Le principe de Helm, c'est un peu comme React, comme toutes les UI, les UI un peu modernes. C'est vous avez donc une vue qui va. Alors je vais essayer de trouver, par exemple, parce que j'ai un truc. Je vais essayer de trouver un truc un peu simple parce que sinon on va jamais s'en sortir. Voilà. Donc par exemple une vue ici, hein, qui bon, c'est du HTML, bête et méchant. Et puis cette vue donc va générer en fait va être interprétée par le runtime et va générer la partie graphique. Et puis par ailleurs, on a non, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, donc ça c'est du bruit. Et par ailleurs, on a on a un modèle donc qui est alors où est-ce qu'il est le modèle ici? Donc le modèle ici, je pense qu'il est là. Hop, excusez-moi, j'ai essayé de retrouver mes petits. Voilà, Gorilla Types User. Donc le modèle, voilà, le modèle pour un user, c'est quoi? Bah, c'est un objet user qui contient un email, un nom, un UID, etc. Bon, ça c'est du JSON, on s'en fout. Et la question en fait, c'est la question que je me pose moi, c'est qu'en fait, quand j'ai une vue, qu'est-ce que je peux faire avec une vue? Je peux dans la vue, je peux générer des messages. Ces messages, en fait, vont être aussi interprétés par le runtime, donc par exemple on-click ou des trucs comme ça. Donc si je regarde ici, hein, est-ce que j'ai un exemple? Voilà, par exemple ici, j'ai une action, et cette action, en fait, bon, là, elle sert, où est-ce qu'elle sert? Donc j'ai une action, et cette action va servir ici, voilà. On-click, l'action va être de supprimer un utilisateur. C'est pas une très bonne idée en général. Mais bon, c'est l'idée. Et ce que j'ai découvert, en fait, enfin ce que j'ai découvert, une intuition, une idée qui m'est venue, c'est qu'en fait, le problème, c'est que quand vous avez une UI qui commence à être un peu grosse, donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une vue des utilisateurs. Le problème, c'est que j'ai pas envie de lier ma vue utilisateur à l'ensemble de mon modèle, en fait. En fait, ma vue utilisateur, c'est vraiment, pour le coup, une focalisation ou une sous-partie de mon modèle que je pourrais utiliser de telle ou telle manière, donc de la même manière que je peux utiliser de telle ou telle manière. Et donc la question que je me suis posée, et le problème c'est que dans Helm, comme dans beaucoup de ces frameworks-là, on a tendance à avoir un gros modèle central. Il y a en fait une grappe d'objets, grappe d'objets, un modèle central, et ce modèle central, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, on va le passer aux différents composants, mais les composants vont avoir un petit peu l'ensemble du modèle central. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de faire autrement? Et il se trouve que, d'une certaine manière, la notion de lens correspond un peu à cette idée-là. C'est en fait d'être capable de focaliser sur une partie du composant. Et c'est ce qu'on voit un petit peu ici, c'est que, du coup, ma vue utilisateur ici, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, en fait, elle est capable d'afficher une liste d'utilisateurs. Et elle n'a pas besoin de connaître l'ensemble du contexte. Si on regarde ici la partie administration, donc là, c'est une interface graphique pour administrer, c'est un back-office pour une application que j'avais faite pour une startup. L'état est relativement complexe, hein. On peut manipuler des listings, donc en fait, on peut
avoir des réservations, des utilisateurs. Et cet état est quand même assez compliqué. On voit ici mon modèle, en fait, contient pas mal d'informations, etc. Bon. Et du coup, il y a plein d'actions qu'on peut faire, donc récupérer de la donnée, un peu à droite à gauche. Donc l'idée des lens me paraissait intéressante et elle me paraissait être intéressante dans ce contexte-là. Et donc c'est là que ça a été que j'ai eu cette espèce d'intuition de à quoi pouvait servir une lens, c'est de dire en fait ma lens va me permettre de vraiment focaliser les actions et de focaliser les mises à jour et les updates et les lectures de mes objets en fonction des vues dans lesquelles je me trouve. Et c'est là que on voit des choses intéressantes apparaître. Donc, par exemple, l'idée de composition. L'idée de composition ici, donc, alors, je ne sais pas si j'ai comment je pourrais rendre ça un peu visible. Donc là, là, c'est des vues d'ordre, enfin, c'est les vues générales. Donc après, lorsque je suis dans une partie de mon modèle, je vais voir chaque vue correspondante à chaque truc. La partie intéressante, c'est la partie update, en fait. Donc lorsque j'ai un update, en fait, j'ai mon modèle global. Et pour chaque type, pour chaque sous-composant, en fait, je vais passer, j'ai juste j'ai une réification, en fait, du champ. Et c'est cette réification qui, d'une certaine manière, ressemble à une lens. En fait, cette réification me permet de... alors, si je le trouve, dans le problème, c'est que dans les utilisateurs, je ne peux pas modifier grand-chose. Et si je regarde dans les listings, alors les listings, la vue, elle est plus compliquée. Hein, mais en l'occurrence, si je regarde dans Types Listing, voilà. Donc voilà, donc là j'ai un objet qui est assez complexe, hein, avec une structure très arborescente, avec plein de données qui correspondent à un truc tout à fait classique. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, voilà, c'est les différentes actions que je peux faire sur mon listing vont être encodées en fait. On va réifier le champ sur lequel je vais manipuler mon listing et éventuellement, lorsque je vais mettre à jour, lorsque j'ai une action de mise à jour, cette action de mise à jour va être spécialisée en fonction du champ dans lequel je me trouve. Et le gros intérêt, c'est que ces différentes fonctions, ces différents types, donc toutes les fonctions de mise à jour, si on regarde dans la partie admin, c'était là où il y avait la composition en fait. Voilà. Lorsque je veux ajouter ici, par exemple, une shortlist, donc j'ajoute un item dans une shortlist, et en fait, je peux composer mes différentes vues, entre guillemets, mes différentes lens, entre guillemets, pour aller taper à l'endroit de ma shortlist. Donc, est-ce que j'ai un autre exemple? Normalement, oui. Si tout se passe bien, j'ai un autre exemple. Submit listing, update listing. Update, submit, update listing, donc là, ça c'est des sous-fonctions. Voilà, update, in listing, bon, je ne sais plus. Je ne sais plus où c'est. Donc l'idée en fait, l'idée générale que je voulais un petit peu explorer et dont je voulais parler, c'était l'idée que les lens peuvent servir en fait à découpler un modèle d'une vue ou en tout cas à découpler deux composants en faisant en sorte que chaque composant va exposer un certain nombre va exposer des opérations qui permettent de lire et d'écrire sur ce champ, sur ce composant. Mais il n'a pas besoin de connaître le contexte dans lequel il se trouve, et c'est le contexte englobant qui va pouvoir composer les différentes mises à jour en fonction de son besoin à lui. Et typiquement, dans une relation entre
dans une GUI, dans une relation entre une vue et un modèle, le gros intérêt, c'est que du coup, ma vue, elle est complètement découplée de l'endroit dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire, chaque vue devient une espèce de petit composant qui est autonome, et tout ce que je passe à ma vue, hein, si on regarde par exemple la vue utilisateur, eh bien, je lui passe une... Non, c'est pas ça. User, voilà. Je lui passe je lui passe en fait fonction qui va lui permettre, qui est gérée plus haut, et c'est cette fonction qui va, de cette manière, lui permettre de se mettre à jour. Je ne sais pas si je suis très clair. Je crois que je suis pas très clair en fait, ce que je suis en train de raconter. Mais ce que fait la vue, c'est qu'elle va construire l'objet user action. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que cet objet user action, ça va être delete user. Donc le contrôleur englobant, il n'a pas besoin de connaître les détails des actions, il a juste besoin de connaître le type, et il va léguer en fait, d'une certaine manière, on va avoir une espèce d'effet ping-pong dans lequel c'est la vue qui va contrôler quelles sont les actions qui vont être manipulées. Et ces actions peuvent être des actions de mise à jour ou de lecture en écriture de l'objet. Et donc c'est là que je me suis dit, mais en fait, d'une certaine manière, ce qu'on est en train d'essayer de vérifier ici, c'est typiquement une lens. Donc c'est par exemple de se dire, si je prends un autre exemple, hein, mais là, donc là c'est le champ de mon objet listing. Dans mon objet listing, pour chaque champ, je réifie le champ sous la forme d'une structure de données, et éventuellement, cette structure de données, elle peut être potentiellement récursive. Donc, par exemple, mon listing field, je peux avoir une description. Cette description peut contenir un description field. Ce description field peut contenir dans un transport field qui correspond à un champ, etc., etc. Et ça, c'est typiquement ce que va faire une lens. Et donc, elle va être capable de dire, parler du champ Toto dans l'objet tutu, dans l'objet tata. Et je veux parler de ce champ-là, je peux l'utiliser en lecture ou en écriture. Voilà un petit peu l'idée. Donc moi, j'avais trouvé cette idée plus intéressante que l'idée d'être capable de composer, en fait, de faire des trainwrecks. Et voilà un petit peu voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Je suis pas sûr que ce soit très clair parce qu'en fait, il y a beaucoup de code qui défilent et c'est pas forcément évident à saisir. Tu veux un feedback, hein? Oui. Moi, j'ai pas vu le début parce que j'étais en voiture et ça n'arrêtait pas de couper, mais non, c'est pas très clair. En tout cas pour moi. C'est ce qui me semblait. Ouais. Alors en fait, ce que j'ai pas bien compris dans ce que tu disais, c'est est-ce que parce que tu as fait du home, du closure home. Oui. 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 Et eux parlent en disant, d'ailleurs, je sais plus le vocabulaire qu'ils ont, mais attends, d'ailleurs. Tiens, dans le chat, je t'ai collé un truc là. Ils disent dans les composants home, les propriétés sont, enfin, ce qui est passé en fait à chacun des composants, c'est un curseur. Et qu'est-ce que c'est un curseur? C'est conceptuellement une lens, enfin related to functional lens and zippers. Donc j'imagine que ça doit ressembler un peu. Ouais. Après, oui, ce que j'ai pas... c'est exactement ça en fait. Ouais. Ce que j'ai pas bien compris. Il se trouve que je l'ai retrouvé. Ouais, vas-y, excuse-moi. Oui, en fait, moi, j'ai pas fait de home. Donc, du coup, pour le coup, je sais pas non plus comment ça fonctionne chez eux, mais ça m'évoquait ça. Ce que je comprends pas, en fait, c'est ton contrôleur qui va passer à ta vue une lens qui comprend évidemment un sous-ensemble des données du modèle qui correspond exactement à ce que la vue a besoin de manipuler. Et en plus, elle va lui passer... enfin, il y a des opérations de définies ou c'est simplement des getter-setters sur cette vue? Et je peux même aller plus loin. En fait, il peut y avoir des opérations, mais typiquement... Ouais, ce que je comprenais à la fin de ce que tu disais, c'est du coup je comprenais le truc à l'envers, c'était que la vue définissait un certain nombre d'opérations qui ensuite étaient
qui étaient récupérés par le contrôleur qui lui les appliquait en gros sur la lens définie pour cette vue, quoi. Mais du coup, Ouais, en fait, il y a un exemple là qu'on voit sur les prix. Tu vois, donc tu as un champ prix. En fait, donc ce champ prix, là on est typiquement en fait dans une lens. Et c'est pour ça que je dis que c'est là que je vois l'intérêt des lenses en fait. En fait, je vous fais partager une épiphanie. Hein. Il n'y a rien de magique là-dedans, enfin rien de génial. C'est juste que j'essaye de faire partager une idée et essayer de convaincre Bernard que les lenses c'est super. Bon, même si la syntaxe en Haskell est un peu pénible. Mais si on prend l'exemple ici, tu vois, je peux manipuler un prix. Bon, en l'occurrence, je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve, mais toi, en l'occurrence, à la limite, on s'en fout de savoir où est-ce qu'il se trouve ce prix. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce que je fais sur ce prix. Le price field, bah, en fait, c'est là où le price field, c'est là où je sais plus ce que c'est le price field. C'est là où je vais décrire la structure de mon champ, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans. Et puis, en fonction du type d'action que je fais et en fonction du type de champ que je manipule, eh bien, je vais mettre à jour ou ajouter un nouveau champ, par exemple, ou mettre à jour le champ, voire même supprimer le champ. En l'occurrence, à supprimer, oui, c'est supprimer en fait. Donc, c'est là où l'idée... mais là, oui. Alors, je ne sais pas ce que tu passes exactement à ta vue, mais là, ce que je comprends, c'est tu définis un ensemble d'opérations réalisables sur ta lens, parce que là, ce que prend ton truc, c'est une lens en entrée plus une action qui peut être une parmi celles qui est définie justement dans. Enfin, on n'a plus le code là, mais voilà, et qui va appliquer cette fonction sur la lens. Et du coup, c'est la vue qui te renvoie telle ou telle action, en fait, qui te dit je veux appliquer cette action, enfin cette action. C'est en fonction du contexte. Par exemple, si c'est la vue qui dit si l'utilisateur clique sur le bouton, alors bon, on peut regarder par exemple, si je dis voilà, tu vois, par exemple, si je regarde les prix. Alors, je dois avoir une vue prices. Ouais, c'est plutôt pas trop mal foutu. J'ai une vue prices. La vue prices, elle a une fonction unchange. Unchange, c'est une fonction générique qui va prendre une action. Alors, on va la montrer pour que ce soit plus clair. Tu vois, c'est unchange, c'est là où j'ai ma lens en fait. Listing field, c'est la lens, c'est le curseur qui dit à quel endroit je me trouve, d'accord? Et donc, ce que prend la vue, elle prend une fonction qui prend un curseur et qui va retourner un message. Message étant en fait un truc qui va être qui est interne au système de Helm, qui est qu'est-ce que je modifie en fait, quel est le résultat de mon action sur le runtime. Et puis ici, elle prend un listing. Bon, alors donc là, en l'occurrence, comme je suis dans le contexte de listing, c'est là où je récupère les données, mais je pourrais très bien utiliser la même logique pour récupérer mes données de listing. Enfin, pour focaliser sur mon listing. Et du coup, c'est là où, lorsque je voilà, c'est là où je reconstruis en fait sur une action utilisateur, c'est la vue qui dit on click, je vais passer à unchange un listing field qui correspond à la position où je me trouve dans mon arbre de modèle. Et ça, il n'y a que la vue qui le sait en fait. Mais du coup, du point de vue du contrôleur, lui, il va recevoir cette action, il va la redescendre en fait, la redispatcher dans son système. Et tout est générique. Alors, il se trouve que Helm est pas très puissant. En fait, je peux pas abstraire facilement, tu vois. Donc, il y a beaucoup de boilerplate. Je suis obligé d'écrire beaucoup de code je suis obligé d'écrire des cases assez longs et compliqués pour manipuler mes données. Mais dans un langage un tout petit peu plus sophistiqué, ce serait automatiquement dispatché. Mais c'est bien la vue. C'est la vue qui construit la lens. En fait. Ah bon?
Bah non, pour moi, la vue, elle construit une action qui est renvoyée à un interpréteur d'action qui, lui, manipule une lens. Il se trouve qu'il manipule une lens. En fait, c'était ça. J'ai l'impression que c'est assez orthogonal, en fait. C'est-à-dire, tu renvoies des actions, ta vue renvoie des actions, et elle a effectivement un vocabulaire à disposition qui est borné pour son métier. Ouais. Mais au final, en fait, l'interpréteur de ces actions, il manipulerait pas les lens, mais il manipulerait le modèle entier. Ça serait pas gênant du point de vue de la vue, finalement. Tu vois, tu prenais l'exemple du MVC pour justifier ça, mais finalement, non, parce que tout se passe dans ton contrôleur. Et finalement, ta lens, elle te permet juste d'avoir moins de complexité à l'endroit où tu définis l'interprétation de ton langage, quoi. Enfin, de tes actions. Oui, oui, c'est pas faux, mais en même temps, c'est juste parce que je l'ai structuré comme ça en fait. Mais typiquement, quand je fais, tu vois, update prices, en fait, je pourrais très bien le redescendre au même endroit. C'est juste parce que là, j'ai tout mis au même endroit, parce que j'ai mis tous les updates au même endroit. Mais en fait, mon contrôleur pourrait juste connaître les trucs de haut niveau et après avoir. Là, c'est un truc que j'ai pas forcément bien structuré, c'est qu'en fait, mon update, il pourrait être là, il pourrait être juste à côté de ma vue. Et donc, représenter d'une certaine manière le composant, en tout cas, le contexte de je manipule un prix, donc ce prix, j'ai juste besoin de savoir comment manipuler un prix, quoi, et pas autre chose. Ça, c'est peut-être parce que mon code est mal foutu, en fait. En fait, j'ai mis tous les updates au même endroit, juste parce que c'était plus simple et très régulier, mais je pense que ça mériterait peut-être d'être revu. Et là, pour le coup, c'est là où, du point de vue du contrôleur, lui, il reçoit un objet qui est une focale, et en fait, il interprète de manière générique la focale en redescendant jusqu'à arriver à l'endroit où la lens, en fait, a une vraie action d'update ou de mise à jour. Mais après, bon, c'est pas parfait en Helm, encore une fois, parce que Helm n'est pas un langage un langage extrêmement concret, donc c'est difficile de parler d'une action de mise à jour en général, par exemple. Il faut toujours manipuler des objets concrets. Ce qui a son avantage, hein, parce que le code est très régulier, très clair et pas du tout obscur, comme pourrait l'être du code Haskell dans ce genre-là. Moi, ce que j'ai vu, l'intérêt, c'est que vraiment, alors, je l'aurais pas du tout fait comme ça en Haskell, puisqu'en fait, en Haskell, tu vois, là, autant là, par exemple, quand je fais, si je fais update par ici, tu vois, l'action add ou update, elle est encodée en fait, dans la lens d'une certaine manière, mais enfin, elle est encodée dans mon type de données, mais en Haskell ou en utilisant control lens, ce serait un type différent de lens qui aurait une action spécifique en fait. L'action serait elle-même un type et que je pourrais étendre d'ailleurs. Je pourrais avoir d'autres actions qui seraient pas convertir en euros ou des trucs comme ça. C'est clair, c'est plus clair peut-être. Tu me perds. Je pourrais abstraire. Non, ce que je veux dire, c'est que je pourrais généraliser. La lens, c'est vraiment le moyen d'arriver. Une lens, c'est le moyen d'arriver à un endroit dans une structure de données. Ce que tu en fais après, c'est une autre dimension qui est aussi encodée dans les lens, qui utilise la lens pour pouvoir dire, si je sais parcourir l'arbre, je peux rattacher une action à ce parcours, et donc cette action, ça va pouvoir être de modifier le nœud, de lire le nœud, ou de faire autre chose. De couper le nœud. Je sais pas si cette question a un sens là, mais là typiquement, là, ça fait depuis tout à l'heure, tu nous présentes les lens, mais dans un langage qui n'a pas les lens en fait. Hein. On est dans Helm et il a. Ouais, tout à fait. Alors du coup, j'ai du mal à interpréter ça. Est-ce que c'est peut-être, je me dis ok, mais parce que c'est peut-être un pattern qui est implémenté sous une certaine forme en Haskell et là c'est le même pattern qui est implémenté différemment, ou bien. C'est l'idée. Ouais, c'était l'idée. Peut-être moi ce qui me. L'idée en fait, un autre éclairage de la même chose pour faire le lien avec ce qui a précédé la présentation du code de Helm. Si on était dans du Haskell, et donc bon, pour le coup, ça serait donc pas du Helm, quoi, ou ça serait peut-être un autre sujet que de la GUI.
les endroits où là tu as vu, tu nous as commenté que ah là c'est une lens, c'est une lens. Si tu mettais là une syntaxe de type lens à la Haskell, ça changerait quelque chose ou enfin ça changerait quoi dans ce code? Bah, en fait, bah, alors typiquement dans ce cas-là, là c'est vraiment, là pour le coup, là ce que je montre, c'est vraiment un exemple dans lequel ce que je ferais probablement en Haskell, ce serait ici, bah, j'aurais un truc du genre listing price qui serait ma lens, ce serait des fonctions en fait, hein, et en fait ce serait ça en fait, ce serait juste ça. La différence, ça serait juste là. En fait, ce que j'utiliserais, c'est que je composerais des fonctions qui représenteraient les manières d'accéder directement. Ce que je ne peux pas faire vraiment en Helm, et donc je suis passé par le fait de composer des objets, des structures de données, parce que j'arrive pas à composer bien les fonctions qui vont me permettre d'abstraire cette notion de naviguer à l'intérieur d'un système. Je vais poser une question vraiment de newbie, mais là, à niveau, Papy Moujo, quoi. Là, sur la ligne que tu viens de modifier, il y avait le signe supérieur pipe, et tu l'as remplacé par des points. Ouais. Je suis prêt à croire que c'est un changement important hein, d'un point de vue sémantique, mais c'est vrai que dans le code, ça ne fait pas la Non, révolution. Mais du coup, non, exactement. Et mais peut-être que ça fait la révolution ailleurs, et du coup, non? Pas. En fait, le point, c'est l'opérateur de composition de fonctions. D'accord. Il se trouve que dans les lens, cet opérateur de composition de fonctions est utilisé, permet de composer des lens entre elles, Ouais. grâce à de la magie liée au type que tu manipules. Mhm. Et il se trouve que tu peux pas le faire, tu peux pas utiliser ça en Helm directement. Par contre, tu as un opérateur de fonction inverse, qui est ce symbole-là, hein, qui dit, mais en fait ça compose des fonctions aussi, hein, en Helm. Simplement, c'est Pas clair pour moi l'intérêt de passer d'un modèle, enfin, de soit la composition par point, soit par ce modèle par pipe. Enfin, toi, si enfin, ou alors c'est que j'ai l'impression que au niveau de cette ligne de code, ça change pas grand-chose. Enfin, tu vois, on a le même niveau d'expressivité, avec le même niveau d'exposition, j'ai envie de dire, des modèles internes, des structures qui sont manipulées. ouais, Mais peut-être que ça change qu'autre chose ailleurs. C'est peut-être que derrière, justement, ça t'enlève du boilerplate code quelque part dont on n'aurait plus besoin si on avait des vrais lens à la Haskell. Ou... Alors, c'est peut-être toute la fonction update dont tu nous montrais tout à l'heure, avec le case qui disparaîtrait. oui, c'est ça. En fait, c'est ça, le add disparaîtrait. En fait, si probablement que si je l'écrivais en Haskell et que je faisais la même logique, ce qui serait un exercice intéressant à faire, j'aurais pas besoin du add, mais de cette manière, j'aurais besoin de l'exprimer d'une manière différente. Par exemple, set ou add, peut-être, tu vois. Alors là, ça me pose un problème. Ouais. Je rebondis là-dessus parce qu'en fait, actuellement, là, ce qu'on voit, c'est on a une vision de projection d'un gros type de données vers quelque chose de plus fin, c'est-à-dire on se focalise pour extraire une donnée et là on propose en fait une composition de fonctions de projection qui permet de passer d'un gros machin à un petit machin. Ça, je l'entends. Et le fait de passer sur du tête, tu fais l'opération inverse et tu passes d'un petit machin vers un gros machin. On est d'accord? Parce qu'en fait, il va te proposer une modification, donc il va te faire grosso modo un énorme shallowcopie de ta structure que tu avais et qui est complètement cachée à travers ton set, et à qui tu vas passer une donnée avec un grain fin et qui va te remonter ton type. Et ce qui me dérange, c'est que depuis tout à l'heure, en fait, tu essaies d'expliquer le lens, ce que j'entends hein, à travers la manipulation en termes de lecture, en disant je n'ai pas besoin de voir ce gros type et je n'expose que des petits types à travers mes vues pour pouvoir manipuler ces petits types, sauf que dans le cas de l'écriture, ton gros type, il va être obligé d'être exposé parce qu'en fait, c'est le résultat du set, en fait. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, mais si on était en Haskell, je pense que je pourrais très bien en fait, je suis
en train de réfléchir à ce que tu... Ma question sous-jacente, c'est si en Haskell, tu arrives à cacher le gros type, c'est comment tu fais l'accroche de l'immutabilité dans ces cas-là. En fait, en l'occurrence, à la réflexion, l'idée de cacher le gros type, c'est qu'en fait, ce bout de code-là, qui est le résultat de la composition, donc là, on dit conceptuellement, c'est une lens, d'accord, qui me dit, de lecture. Oui. Je pars d'un listing et dans ce listing, je vais dire, je veux manipuler le prix en dollars à cet endroit, dans cet endroit dans ma structure. Oui. Lorsque la vue de plus haut niveau, en fait, lorsque le système global reçoit ça, lui, ce qu'il va faire, il dit, ok, donc je reçois ça dans telle étape, je vais redescendre et je vais appliquer l'action. En fait, l'action, elle est là. Ici, elle ajoute en fait une nouvelle ligne. Oui. Si j'étais... effectivement, ce que je suis en train de me dire, c'est que ce que je fais avec ma lens, en fait, d'une certaine manière, il faut que je l'encode dans mon message lorsque je vais remonter à... Je suis à un niveau je suis caché dans mon monde, dans mon petit monde, dans mon petit contexte. Pour pouvoir, pour éviter de leaker de l'information, en fait, grosso modo, pour éviter du couplage, ce que j'expose, ça va être une, en fait, là, j'expose une structure complexe, mais normalement, je devrais pouvoir exposer une structure qui est beaucoup plus simple, qui est met à jour les prix, update price. Et du coup, ce que récupère le contexte en englobant, ça va être update price. Il dit, ok, j'ai un update price dans tel contexte, du coup, je sais à quel objet l'appliquer. En fait, ce que ne sait pas la vue à cet endroit, c'est à quel objet exactement va être appliquée l'action. Tout à fait. Mais je suis pas assez clair. Mais du coup, est-ce que je peux remonter en même temps le set et probablement pas, en fait. Parce qu'en fait, du coup, le set, c'est vraiment le truc qui a besoin de l'objet final. Et du coup, l'action, de cette manière, je dois l'encoder. Je dois l'exposer pour dire que le contrôleur dise, OK, est-ce que c'est une mise à jour? Est-ce que c'est un changement? Donc, je serais quand même obligé, effectivement, d'exposer ce add d'une manière ou d'une autre sous la forme d'un truc qui passera à mon change. La lens, ça va être quoi? La lens, ça va être le fait de composer les petits chemins pour n'exposer qu'un gros chemin. Là, je l'ai appelé, tu vois, c'est ce que j'ai appelé ici dans mes types, c'est ce que j'ai appelé listing field, oui. Alors, qui est encodé en Helm dans un type de données, enfin, dans un objet algébrique que je suis obligé d'exposer en fait parce que j'ai pas le choix. Mais qu'en Haskell, j'exposerai uniquement sous la forme d'une fonction, donc qui serait complètement opaque. Et du coup, voilà. Et du coup, ouais. Ah, c'est bien ce que je pensais, parce que j'avais vu les lens à travers un truc qui s'appelle, je sais pas si tu connais, les travaux de Benjamin Pierce, et un projet qui s'appelle Boomerang en fait, et c'est un langage de manipulation dans les deux sens. Ouais, ça y est, Ouais, mais c'est les premiers travaux effectivement. Benjamin Pierce, il a travaillé là-dessus dès les années 2000, 2005. Ouais, tout à fait, ouais. Ces papiers sont assez anciens sur ce jeu-là. Il a beaucoup travaillé aussi sur avec Wadler sur l'impédance mismatch, notamment dans le contexte du mapping objet relationnel ou du mapping objet XML. Et donc comment en fait, et donc les lens sont un petit peu, les travaux sur les lens, enfin les lens ont été un peu une généralisation de ces travaux en disant je veux mapper des objets sur du XML, donc du coup il faut que je traverse en fait d'autres structures. Et comment je fais ça de manière suffisamment souple et générique dans un contexte purement fonctionnel. Voilà, alors ce qui est moche un petit peu en R, c'est que je suis obligé en fait d'exposer la structure de mon listing field, tu vois, et donc de récurser dedans.
Et ça, c'est le pour, boilerplate en question, en fait, dont tu parlais. C'est le fait que, autant en SQL, Exactement. ça va être inféré automatiquement. Là, tu es obligé de l'inférer à la main, quoi. Voilà. Mais en Haskell, ce sera généré. Enfin, il n'y a pas de magie non plus, hein. En Haskell, il faut. Si j'avais pas le truc que j'ai fait là, ce truc-là que j'ai fait là, c'est Oui. juste que j'ai demandé au compilateur de me générer automatiquement avec du template Haskell. Mais en fait, je devrais le faire à la main normalement. Et donc, je devrais faire en fait ce que je fais là, à la main. Bon, alors il se trouve que j'ai plus de support du compilateur, c'est cool. Mais au final, c'est la même logique. C'est-à-dire, en fait, quand j'ai un descripteur qui me dit je suis à tel endroit dans la structure, et à tel endroit de la structure, du coup, je me focalise dessus, et du coup, je peux rappliquer une chaîne de descripteurs si j'en ai besoin. Bon, je ne sais pas si j'étais... T'es rentré, Cédric? Ah oui, oui, je suis rentré, oui, bah, ça fait un moment, hein, sinon c'était compliqué, on va dire. Pas d'intervenir. Bah écoute, je sais pas si t'es... Il est 19h54. Moi, j'ai un tout petit peu compris, au moins... en fait, j'avais déjà entendu parler d'Elens, en fait. Donc, ça m'a ravivé les souvenirs. Après, les débats à la fin, là, ça me dépasse un petit peu. Mais bon, vous avez l'air de vous comprendre, c'est important. C'est pas bon, alors. C'est pas bon. C'est pas inclusif. C'est pas grave. Non, c'est pas inclusif. Non, c'est vrai que c'est pas très inclusif comme process. Ma faute, désolé. Bon, il est 19h54. Je propose de passer à la phase méta. Oui, parce que pour le autre, ça va être un peu short, hein. Ouais, un petit peu. Bon, on n'est pas à 5 minutes près, mais tout le monde a des trucs à faire, des enfants à s'occuper, des repas à préparer, On va pas terminer des apéros à prendre. aussi. Alors, Bon, alors, je peux donner mon feedback à moi. Bon, j'aurais dû préparer un peu plus quand même. J'avais une idée relativement précise en tête, mais je pense que je me suis un peu perdu en route. Mais bon. Voilà. J'aime bien le format, mais bon, ça fait quelques temps que je le pratique, donc moi je trouve ça intéressant. Et j'aimerais bien être spectateur la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Plus spectateur, disons. Le message est clair. Moi j'ai trouvé ça cool aussi. Alors effectivement, j'ai trouvé ça courageux en fait de se lancer en mode impro un jour où voilà, t'étais peut-être pas en plus, tu avais une journée un peu difficile, pas top, voilà, te lancer dans un sujet compliqué quand même, avec des gens voilà, qui n'ont pas peut-être tous l'expérience qui permet de voir la subtilité des démonstrations. Donc bon voilà. Ouais, moi j'aime bien de toute façon quand tu présentes des trucs, même que je rencontre pas tout, j'aime bien. Bon voilà, c'est peut-être parce que je suis fan de ta façon de présenter, j'en sais rien. C'est pas grave. Par contre, alors, pour réagir à ta dernière remarque sur être spectateur, moi en fait je me disais tiens, voilà, il y a quelques minutes là, tiens, on sait qu'on approche de la fin, j'avais envie de vous soumettre l'idée, est-ce que ça a un intérêt de faire ce qui s'appelle une cuisine alors c'est Manu qui a inventé ce truc-là, Emmanuel Gaillot, qui s'appelle la cuisine à code. Alors, je crois qu'il s'appelle Code Cooking. Je crois il avait dû faire un site web même à une époque, je sais pas si c'est encore bon, bref, on retrouvera les éléments. Mais c'était un format qui permettait, que moi j'avais expérimenté en fait, qui permettait de transmettre, en fait, de montrer à des gens, voilà, alors enseigner du code, plus spécifiquement même avec des gens qui n'avaient jamais programmé de leur vie, enfin vraiment des gens qui savent pas du tout ce qu'est un algorithme ou un programme, enfin qui n'ont aucune exposition à gérer l'informatique au-delà peut-être de jouer avec un smartphone, et de leur montrer, de leur apprendre à coder. Et c'était un format qui était inspiré de travaux qui avaient été faits par un linguiste aux États-Unis. Donc Manu avait travaillé avec lui, etc. Il avait transposé cette méthode qui au départ était conçue pour apprendre les langues exotiques, hein, des langues quasi mortes, hein, genre des langues des Amérindiens ou des langues, il n'y a plus que 4 personnes qui les parlent.
et de voir comment on peut apprendre ces langues-là, et justement, notamment quand il n'y a pas de langue pivot. C'est-à-dire que en gros, c'est comme si tu voulais apprendre le chinois, mais que la personne en face, vous n'avez pas l'anglais pour vous comprendre en fait. Il n'y a aucun langage commun, on n'a rien. Et comment on peut apprendre ces langues-là malgré tout. Et là, Manu a fait cette transposition-là pour apprendre du code. C'est-à-dire la personne, on n'a aucun vocabulaire commun avec la personne à qui on enseigne pour lui décrire des concepts. Genre, ouais, tu vois, là, il y a un objet, il y a un foncteur, et puis là, tu fais un orthophore. Et donc, tu n'as rien de tout ça. Tu as juste le code en fait. Et il y avait un format qui était vraiment intéressant, j'ai trouvé, et j'ai fait une session là-dessus. Je l'ai utilisé moi-même pour apprendre l'informatique à des débutants. Ça avait plutôt bien marché. J'avais envie je me dis, tiens, ça pourrait être intéressant de faire une session là-dessus pour le partager avec les gens qui ne connaisseraient pas le format. C'est assez ludique. Et je me dis que ça peut avoir des applications même pour des gens qui ne sont pas des débutants en fait. Justement, c'est ça. Une fois qu'on a vu le format, je me dis, tiens, ça pourrait être peut-être un gisement d'applications au-delà de je veux apprendre l'informatique à des gens qui ne connaissent pas l'informatique. Fin du monologue. Je pense que c'est une bonne idée, Bernard, effectivement. Là, tu aiguises ma curiosité. Ça a l'air d'un sujet intéressant. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Ça me paraît pas mal. Je suis curieux de voir aussi. Après, si vous avez d'autres idées aussi, c'est... Encore une fois, sur le thème de la curiosité, je suis bien curieux de voir aussi ce que ça peut donner. Bon, ben voilà. On sait Oui, ce qu'on va faire la prochaine fois. Ça peut Ouais, faire un sujet pour la prochaine fois, ou même d'ici là, on a peut-être d'autres idées qui nous viennent. Puis moi, je suis fan de Bernard, donc quel que soit le sujet, je viendrai écouter. Avec des fans. Ouais, moi, je suis fan aussi. Ouais, bon. Ouais. Bon, ok, y avait-il d'autres remarques? Est-ce que c'est un stop, encore? Moi, c'est encore. C'est encore. Encore? Ouais. Ah oui. Bon. Ça dépend, on parle des lens ou... Parce que Bernard a toujours pas l'air convaincu. Hein. Non, je te confirme, Cédric, je ne suis pas beaucoup plus convaincu qu'au début, mais en même temps, je pourrais... pour revenir au lens, c'est intéressant parce qu'au meet-up, parce que justement, tu as montré un exemple en Helm, et au meet-up Haskell, où il y avait certes une session sur les lens, mais il y a aussi une session sur Helm avec un monsieur qui s'appelle Thibaut Azur et Helm Bodybuilder. Donc les deux sessions étaient très intéressantes. Et en fait, je me souviens que Thibaut disait dans sa présentation, quand il parlait de Helm, que justement la personne qui a créé Helm, qui s'appelle Evan, je ne sais plus comment, mais son prénom c'est Evan. Il a vraiment une intention. Evan Chlapinski. Voilà, un nom un peu compliqué comme ça. Et il a une intention vraiment délibérée d'enlever d'Haskell, enfin de mettre vraiment un langage très minimaliste avec peu de concepts. Alors certes, c'est quand même un sous-ensemble d'Haskell, donc c'est du lourd quand même. C'est un vrai langage fonctionnel. Mais il est vraiment très 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 prudent à introduire des nouvelles choses, à ajouter ce qui n'est pas forcément le cas dans Haskell. On a parfois un sentiment de foisonnement d'opérateurs un peu exotiques, de choses, de concepts mathématiques plus ou moins complexes. Lui, pas du tout. Il n'y a pas de monade, il a une espèce de langage très très minimaliste. Et finalement, ce que j'observe, j'ai l'impression que tu as plus vendu Helm que les lens, en fait. C'est-à-dire que tu nous montres, tu dis, ouais, il y a un truc qui est génial, les lens, etc. Et tu en parles longuement, et à la fin, finalement, tu as l'impression que tu as réussi à faire ce concept-là, mais dans du Helm. Et j'ai pas bien vu si ça avait été du Haskell avec vraiment toute la puissance des lens, ou je sais pas si ça avait une librairie lens sans Helm, ce que ça aurait changé dans le code, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ça me confirmerait la voix d'Evan dans Helm, de dire, oh là, soyons prudents à introduire des concepts un peu qui nous paraissent super cool, mais finalement, ça change pas forcément. À titre personnel, j'aime bien Helm, même si... Ça coupe là, non? Mais bon, moi je suis bon public, hein. J'aime bien Helm, j'aime bien Haskell, j'aime bien Idris, j'aime bien Coq, enfin bon, voilà quoi. Je suis très inclusif dans mon amour des langages fonctionnels, ou même des langages en général. Donc, j'aime bien Java.
Oui, alors, mais peut-être que ça vient de mon incompétence relative dans les lens en Haskell. C'est-à-dire qu'en fait, je ne les ai pas beaucoup utilisés en Haskell, donc du coup, Oui. effectivement, j'ai du mal à les vendre en Haskell. J'ai eu l'intuition de à quoi ça pouvait vraiment servir en Helm, en fait. Et donc je me dis, merde, Mais c'est vrai que maintenant, ouais. maintenant il faudrait que j'arrive à les expliquer en Haskell. Mais disons que j'ai l'impression que tu as plus parlé d'une forme de pattern, alors que finalement, dans la session où Ouais. de Pascal, il parlait d'un framework, enfin d'une librairie avec une syntaxe particulière. Et effectivement, on a l'impreson qu'on peut très bien faire des Ouais. lens sans utiliser finalement ces frameworks avec ces syntaxes un petit peu bizarres, bon, qui sont rigolotes. Tout à mais fait, finalement, tout à fait. Ouais. on peut aussi faire ça. Pour la petite Bon, ouais. histoire, moi j'en ai écrit en Java. Hein. Et ça avait un vrai intérêt, en fait, ça avait une vraie logique. En fait, c'est pas juste pour le fun, c'était pour justement réifier le fait d'avoir des chemins d'accès dans une structure sans avoir besoin d'utiliser des dot notation ou c'est l'idée de réifier en fait une manière de modifier une structure et de rendre ça manipulable au runtime. Voilà. Floris, tu t'es sorti de ta cuisine ou... Oui, ça y est, ils ont fini de manger. Ça y est. Allez, un suppo et au lit. Exactement, ils passent leur tête régulièrement. Voilà. Ouais, j'ai les mêmes, hein. Enfin, j'ai les mêmes en plus grand, mais maintenant ça les surprend plus. Hein. Ah oui, ben, moi aussi, ils sont très très curieux là. Ça... Ils ont jamais Bon, vu de c'est code, cool. donc ils ont Bah, regardé le code. on va les. Code cooking. Ah, voilà. Alors, Bah voilà, on va faire venir Jean et Cécilia, on va se faire un coding apéro. Ah, mais en fait, le code cookie, à mon avis, c'est même, enfin, on peut le faire soit avec des gens qui savent déjà coder, mais à mon avis, ça serait très intéressant de le faire justement avec des gens aussi Qui savent déjà coder. ou qui savent pas du tout. Ouais, les deux en fait, on peut. Je pense que ça serait intéressant de le faire, de faire venir justement pour le coup dans nos meet-up Lambda à cette occasion quelqu'un qui ne sait pas coder. Enfin, alors après, ça pourrait être des enfants. Moi, j'avoue que je l'ai fait avec mes enfants. Ils étaient un peu plus grands que les tiens. Ils étaient plutôt ados. Là, ils sont petits quand même. Ouais, ils sont petits. Bon, ça marchait plus ou moins, ça, qu'ils étaient pas forcément. C'est l'activité de coder qui n'était pas forcément leur truc. Il faut quand même des gens un minimum qui ont envie d'apprendre. Mais ça peut être l'occasion de faire venir justement peut-être des volontaires. Enfin, on verra. Les personnes présentes sont les bonnes personnes de toute façon. Toujours. Et je me posais aussi la question, moi je rêve de faire un event sourcing, un event storming un jour. Et, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'en faire un IRL. Donc on pourrait peut-être inviter Max, mais je ne sais pas si ça se prête comme exercice à un truc en remote comme ça. Quoi. Je pense qu'on pourrait essayer. On a un outil là qu'on utilise là qui permet de faire des post-it sur un mur virtuel. Alors je pense que c'est pas exactement la même expérience, mais à mon avis, on peut faire des trucs déjà pas si mal que ça. Hein. Ça vaudrait le coup d'essayer. Ça pourrait être rigolo. Plusieurs en même temps dessus. Oui, exactement. Ça fait comme un grand tableau virtuel donc, que tu peux scroller dans toutes les directions. Et tu peux poser alors, des post-it, des choses, ça s'appelle Real Time Board. Enfin, Ah oui, d'accord, ok. Ouais, oui, on a peut-être même utilisé une fois ensemble. oui, on l'utilisait déjà. Voilà, on avait déjà utilisé ensemble. Et on pourrait. Alors après, c'est pas exactement la même expérience, bien entendu, qu'être devant un mur, debout tous ensemble. Je suis sûr que les grands fans de l'event storming, comme ou la personne qui l'a inventé, là, c'est un Italien, j'ai oublié son nom. Mamolini. Voilà, c'est ça. Non, merci. Ils ont sûrement des arguments pour expliquer que c'est mieux d'être in real life plutôt que devant Real Time Board. Mais on peut quand même essayer de faire des choses de manière électronique. Là. Je peux demander à Max. Ouais. Il voulait venir, mais là, il avait des l'horaire se prête pas. Alors justement, il avait lu, il a des enfants aussi, voilà, qui avec des horaires, il faut qu'ils se couchent pas trop tard, donc il était pris dans préparer le dîner, etc. Du coup, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu joindre à nous. Donc peut-être que l'horaire n'est pas à perdre. Enfin, voilà, c'est peut-être une confusion. C'est plus facile après 21h. Hein. Ouais, c'est peut-être. Alors oui, mais après moi j'ai mis l'horaire en fait comme étant, enfin c'est moi qui est, je sais plus si c'est moi, mais enfin on a discuté avec Bernard, mais je pense que c'était moi qui n'étais pas sur cet horaire-là, mais parce que c'était l'horaire traditionnel de la meet-up. Mais en fait, si tout le monde se dit bah ouais après 21h c'est plus cool, moi ça me va aussi. Hein. Ouais, je suis plus fatigué en général après 21h, mais pourquoi pas. Quoi.
Pourquoi peut le pas. faire, ouais. Ça peut le faire 21h pour justement les personnes qui ont des enfants. C'est plus facile. Ouais, bah ouais. Je suis d'accord, ouais. Ouais, c'est plus facile. Ouais. Ok. Mm. Bon, on peut essayer de faire ça la prochaine fois. Donc la prochaine fois, ce serait quand on est le. Donc là, on est le 20 décembre. Donc nous, comme tout bon meet-up, un rythme mensuel serait pas mal. Mhm. Oui. Du coup, ça nous amènerait au 20 janvier. Et donc, Au 24. ouais, bah pourquoi pas. Alors, attends. Alors, 24 moi, janvier. je 24, suis pas dispo. Pour la semaine du 22. Alors, le 24, Le 26. alors, hop, attendez, je regarde. Le 20, donc le 20, c'est un samedi. Ouais. Est-ce que je sais pas, genre le 16, 17, quelque chose comme ça vous... Plutôt le 17 pour moi. 17, c'est bon. Ça me Pareil, va. Mhm. c'est bon. Pareil. Bon, bah, on partira le 17. Moi, je ne serai pas en France, mais Ah, tu seras en remote depuis je l'étranger. serai en remote depuis New York. Ouais. Voilà. Ouais. Oh, le Ouais, alors pauvre, par je- contre, j'étais par plein. contre, si c'est 21h pour nous, il sera quoi, 14h pour toi ou... Ah oui. Ouais, bah c'est cool. Oui. Non mais Ouais, mais t'auras peut-être des c'est pas un contrats. problème. Ouais, c'est pas mal. Ah non, bah, je peux m'échapper une heure et demie, Ouais, bon. c'est pas un problème. Ah, T'es autonome non, sur non, tes non, c'est horaires. bon. Ouais. Hein? T'es autonome sur les horaires. Non. Oui, enfin, personne, voilà, si je dis, bah non, j'ai besoin d'une heure et demie pour un call, il n'y a pas de problème. D'accord. On Ok. va se faire ça. On met ça à 21h Content du coup Pour cette première édition, pardon? On met ça à 21h du coup. Bah, je pense, oui, il y avait un consensus plus ou moins pour que ce soit Bon, 21h. parfait. On va essayer, on va voir ce que ça Ça me donne. paraît pas mal. Si on voit que c'est pas mieux, Ouais, bien, essayons. on changera. Ok, bah super, bah merci beaucoup à tous pour votre participation. J'espère que voilà. Et puis ben n'hésitez pas à en parler autour de vous. Après, je pense que the more the merrier, comme on dit. Mm. Puis, on Ben, essaye de voilà qu'on propose des choses. merci à toi Arnaud. Puis ouais, franchement, n'hésitez pas hein, si ouais, bon, moi je suis vraiment enfin je pense qu'on l'a dit au début, hein, l'idée c'est de partager tous les trucs rigolos, même des voilà, même un truc après voilà, c'est du moment un truc étonnant, vous avez vu, un truc frustrant, n'importe quoi. Je pense que l'idée c'est de partager, d'essayer de s'enrichir et de sortir des sentiers battus. En tout cas, merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, bonne fête. Ciao. Yep. Ouais, Bonne fête. ah oui, bonne fête et joyeux Noël. Je sens qu'il y a des enfants qui vont être gâtés là. Et puis, Voilà. Spoiler. je spoil, merde. Bon allez, bonne soirée. Ciao à Bonne tous. soirée. Salut tout Ciao. le monde. Ciao.